Bien, nous allons pouvoir reprendre nos travaux. C'est pas le moment le plus facile de la journée pour recommencer à travailler, j'en conviens. J'espère que vous avez tous pris un, voire deux cafés. Les choses devraient néanmoins bien se passer parce que nous abordons une étape finalement assez intéressante de retour d'expérience. Donc trois intervenants, Michel Boutet, Marc Palatte et Christian Tessier, nous parleront d'expériences de transition inclusive dans leur contexte respectif, Canada, Belgique et la Réunion, enfin la France du coup. Et donc, ils parleront chacun une vingtaine de minutes. Et après chaque intervention, nous aurons 5 minutes de questions pour que vous puissiez directement poser les questions aux personnes concernées. Et à la fin de ces trois présentations, on aura encore un petit moment d'échange peut-être pour pouvoir comparer ces trois expériences et voir ce qu'elles ont de commun et en quoi elles se différencient. Donc, je laisse sans plus attendre la parole à Michel Boutet, je crois, qui doit commencer par nous parler donc des expériences de démarche évolutive en milieu américain et québécois. Alors, bonjour tout le monde. Je vais essayer de faire un bilan assez rapide d'une démarche qui est très québécoise, expérience nord-américaine, mais aussi très influencée par le côté anglophone. Peut-être une mise en garde que je tiens à faire au départ. Ce dont il est question, c'est vraiment une expérience québécoise dans un contexte très particulier. Je pense qu'il peut y avoir des leçons à retenir ou des processus ou des démarches. Mais évidemment, on n'est pas au même endroit. On n'est pas parti du même endroit non plus. Alors, je vais faire un survol et puis après, vous pourrez prendre le temps de poser des questions ou resituer un petit peu la démarche. Bon, pour faire donc une histoire courte, la démarche que je propose débute à peu près autour des années 80. Alors, et je me référais, j'ai écouté Daniel Boivin tout à l'heure, dans les années 80, en même temps, c'est le moment où moi, j'entre vraiment en fonction dans un établissement qui était une institution à l'époque. J'ai une expérience antérieure comme éducateur, comme intervenant. Et j'ai écouté Daniel parler de l'institution et j'ai connu les premiers moments, les derniers moments d'une institution d'importance qui s'appelait Robert Giffard, où il devait y avoir quelques milliers d'usagers qui vivaient là-dedans. Et puis, c'était, je peux vous le dire, excessivement valorisant. Moi, j'étais étudiant à l'époque pour le préposé aux bénéficiaires que j'étais, parce que nous, évidemment, c'est un milieu très hospitalier, axé vers la santé mentale, mais aussi la déficience. Alors, on groupait tous les gens dans cette boîte-là. Et nous, comme préposés aux bénéficiaires, évidemment, on avait une belle petite blouse blanche, on avait un trousseau de clés immense, et c'était très valorisant. On était des jeunes. Et évidemment, à cette époque-là, moi, j'avais pas vraiment beaucoup de connaissances ou de préoccupations par rapport à l'intégration, normalisation. Et lorsque j'ai commencé à travailler là comme étudiant, on avait tous un peu une crainte et c'était pas très loin de chez moi. Et on disait, écoute, il y a des monstres qui vivent là-dedans, il y a des gens avec des grosses têtes, avec des têtes de cheval. Et on rentrait un petit peu du reculon parce qu'on se demandait qu'est-ce qu'on allait retrouver. Évidemment, on retrouvait des gens comme vous et moi, mais avec des problèmes de déficience intellectuelle, des gens qui avaient des problèmes de santé mentale. Et pour ceux qui ont déjà vu Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'était un petit peu comme ça. Et c'était vraiment dérangeant comme environnement. Ça m'a marqué et je peux vous dire que dans une salle de 40-60 personnes, alors c'était des immenses salles avec des fauteuils adossés aux tables. On utilisait encore les lobotomies à l'époque, les électrochocs avec aussi les gens qui vivaient à l'intérieur. Alors, c'était un choc énorme et je peux dire que c'était un milieu assez violent. Et les gens, quand il y avait des problèmes de comportement, il y avait des cellules, les gens étaient enfermés. Bon, en même temps, on le nommait tantôt, on utilisait aussi les bénéficiaires pour travailler. Il y avait une ferme, il y avait des endroits, on avait une laiterie, il y avait une porcherie. Enfin, c'était un environnement qui était considéré comme une municipalité. Alors, c'était assez particulier. Au-delà de ça, donc, François le soulignait tantôt, je plais souvent à me nommer comme intervenant, comme éducateur, parce que ma formation de base, c'est une formation de psychoéducateur.
hein, et c'est avec cette formation-là que j'ai commencé mes premières interventions comme travailleur dans un atelier protégé. J'étais quelque part comme un contremaître éducateur, et puis après, je suis allé me former notamment ici en Europe, à Paris, en psychologie. Et puis, quand je reviens au Québec, alors là, je me retrouve directement en milieu institutionnel. La démarche d'intégration ou de design s'était déjà amorcée depuis à peu près 7 ou 8 ans. Il restait à peu près la moitié des bénéficiaires dans l'institution. Alors moi, on m'offre un poste de coordonnateur. Il reste 2 unités à l'intérieur. Donc, une partie des gens qui, évidemment, sont à l'époque les gens qui étaient les plus handicapés. Alors, les autres avaient déjà gagné des foyers de groupe un petit peu partout dans la communauté. Et on me donne la responsabilité de prendre en charge les 3 unités qui restent à l'institution. Et une des particularités, c'est que c'était les infirmières qui géraient cette partie de l'établissement-là. Évidemment, on retourne dans le fameux modèle de santé. Et ce qui était particulier, c'est que pour la première fois, ces gens-là devenaient sous la responsabilité d'un intervenant psychosocial qui était moi. Alors, il y avait un petit choc culturel. Et à l'intérieur de l'établissement aussi, je dirais, et c'était aussi la particularité du milieu, les éducateurs étaient à peu près pas formés. Alors, les gens arrivaient d'un petit peu partout, ils s'étaient formés sur le temps. Alors, les infirmières, elles, étaient très structurées, très organisées. Alors, quand les éducateurs venaient pour présenter des besoins par rapport à la clientèle ou discuter de problématiques particulières, ils étaient jamais documentés, alors que les infirmières l'étaient. Alors, il y avait vraiment une mainmise. Alors, mes premières interventions comme intervenant dans le milieu, c'est dire aux éducateurs, écoutez, si vous voulez qu'on vous écoute, il va falloir se documenter, il va falloir que vous soyez capable de parler le même langage qu'eux et d'être capable de faire la preuve que non, ce n'est pas nécessaire d'augmenter la médication, il y a des interventions éducatives qui doivent être faites. Alors, c'est à peu près le contexte dans lequel je me retrouve à l'époque, moi, à l'institution. Et le patron, d'ailleurs, qui était en place, m'irritait un peu parce qu'il parlait continuellement de l'asile. Alors, moi, je disais, et pour nous, l'asile, c'est des asiles de fous. Hein, mais je disais, c'est moi qui est le patron de ce qui reste de l'institution. Il ne faut pas appeler ça un asile. Je trouve ça dévalorisant. Il disait, non, il faut que ça reste un asile. Il faut que les gens sachent que ce n'est pas possible que pour des raisons de déficience intellectuelle, il y a encore des gens qui restent là-dedans. Alors, évidemment, j'ai avalé la pilule, je me suis dit d'accord, et puis on va travailler à fermer les dernières unités qu'on retrouvait à l'institution. Alors, à l'époque, et je pense que je veux le ramener, hein, c'est une expérience très québécoise. J'ai mis un sous-titre « Prise de conscience et consensus collectif » à l'époque, et c'est un avantage pour nous, c'est qu'on est à peu près 23 établissements qui couvrent l'ensemble de la province de Québec, et ces 23 établissements-là, il y a des orientations très précises qui émanent du ministère, et qui disent, c'est une injonction, au fond, on dit, les institutions devront disparaître, et on devra passer à autre chose. Alors, à quelque part, on n'avait pas le choix, mais en même temps, évidemment, il y avait des gens qui étaient plus convaincus que d'autres, et il y en a qui disaient, on va prendre notre temps, ils vont changer d'idée, puis éventuellement, on va pouvoir rester à l'institution. Et le groupe avec lequel j'étais, il y avait les anciens qui, eux, par ancienneté, avaient décidé de rester à l'institution jusqu'à la dernière minute. Et il y avait le groupe des plus jeunes qui, eux, par ancienneté, ne pouvaient pas sortir. Alors, c'était des groupes très contrastés. Alors, à l'époque, on se retrouve donc avec 2 documents majeurs. 2 documents majeurs. Il me reste 5 minutes. D'accord. On se retrouve avec 2 grands documents majeurs qui orientent un petit peu l'intervention. Alors, qui est un document de l'Office des personnes handicapées. Déjà, les titres sont explicatifs. À part égale, l'intégration des personnes handicapées, un défi pour tous. Et vraiment le document phare du ministère, qui est l'intégration des personnes qui présentent une déficience intellectuelle, un impératif humain et social. Les grands principes directeurs de ce document-là, c'est la présomption de compétence de la personne, la promotion de l'autonomie, l'implication de la personne, de ses parents, de son représentant, la promotion de la responsabilité parentale,
l'implication de la communauté et l'implication de l'État. En même temps, il y a 6 grands objectifs, j'en retiens seulement 2. Restreindre graduellement le nombre de personnes admises en institution pour seule cause de déficience. Et la ministre est allée plus loin en disant, si jamais il y a quelqu'un qui rentre un enfant en institution, je vais le nommer à la province au complet et vous allez être un petit peu gênés. Alors, c'était, on ferme les vannes, alors on empêche les gens d'entrer. Et l'autre qui était de favoriser l'accès aux services généraux qui n'était pas d'évidence. C'est-à-dire qu'on s'assure qu'il va y avoir des services au niveau de la première ligne pour ces personnes-là dans la communauté. Alors, à l'époque, déploiement des premiers foyers de groupe, familles d'accueil et des ateliers, c'est aussi la formation des intervenants, valorisation des rôles sociaux, plan d'intervention, plan de service, les méthodes d'apprentissage. Je vous disais tantôt que les gens souvent n'étaient pas très formés. Alors, il a fallu former les intervenants. Des évaluations systématiques, donc qui étaient l'outil pour évaluer le niveau de normalisation d'intégration des gens. Donc, on a utilisé ces outils-là. Il y avait des formations systématiques et on s'est obligé d'évaluer le milieu là-dessus. Et les équipes s'évaluent annuellement. Alors, ce qu'on avait fait, on avait pris les grands critères de la normalisation. On s'était fait des documents. On posait les questions à chacune des équipes à chaque année qui devaient évaluer leur cheminement sur l'ensemble des critères, que ce soit sur l'environnement physique, l'environnement social. Et à partir de là, chaque équipe élaborait son plan de travail pour l'année, devait se réévaluer à la fin de l'année et repartir avec des objectifs précis. Alors, et évidemment aussi à l'époque, on a créé des postes de conseiller à l'intervention et on a systématisé la supervision professionnelle. On dit, il faut encadrer les gens, il faut les soutenir dans leur démarche. Alors, on a créé des postes dont la fonction unique était de superviser professionnellement les intervenants. Et il ne faut pas oublier le rôle majeur des associations de parents. J'ai mis la KIS, c'est l'Association québécoise pour l'intégration sociale. Alors, ce regroupement-là avait un poids important. Et je dirais qu'il était le fer de lance du mouvement d'intégration. C'est les parents qui l'ont initié et qui poussaient aussi le milieu, les intervenants à avancer. L'intégration, participation sociale, on tombe dans la deuxième phase qui est vraiment, et j'ai mis un peu en m'amusant, ensemble nous irons plus loin dans le sens où on est vraiment dans un mouvement collectif où l'ensemble des établissements commence à s'unifier et à dire si on va être capable d'établir le mouvement qu'on veut, se spécialiser, il va falloir qu'on mette nos énergies en commun. On était à peu près 24 établissements dans la province de Québec qui donnaient l'ensemble des services. Donc, on s'est affairé à développer un ensemble de services. Alors, l'ensemble des services sont déployés dans la communauté. J'ai écrit un peu à la blague, on s'aborde l'institution, mais il n'y en a plus, on ne peut pas retourner. Alors, c'était à peu près le seul moyen parce que déjà à l'époque, aussitôt qu'il y avait un problème de quelqu'un qui avait des difficultés importantes, le réflexe, c'était on le retourne et après ça, on verra s'il peut retourner dans la communauté. On s'est dit, il faut arrêter ça, là, parce qu'on va toujours revenir et réutiliser le système institutionnel. Alors, en même temps, les foyers de groupe affichent leurs limites. Évidemment, il y avait cette tendance à reproduire le modèle institutionnel. Et on avait évalué dans un foyer de groupe qui recevait 6 personnes que dans l'espace d'un an, il était passé 70 figures différentes. Pour des raisons d'horaire, pour des raisons de congé, pour des raisons de maternité, pour des raisons de vacances, on se disait, ce milieu-là, comment peut-on arriver à intervenir, à développer des plans d'intervention, particulièrement dans des problématiques de comportement, on ne réussira jamais. Alors, graduellement, on a essayé de développer des modèles alternatifs qui, par exemple, dans le cas des personnes qui avaient des problématiques de comportement, il y avait un appartement central où il y avait 1 ou 2 personnes, les éducateurs étaient là, on avait fait des ententes avec les propriétaires et les autres personnes restaient eux-mêmes dans leur propre appartement auquel on pouvait avoir accès et au besoin, on allait donner du soutien ponctuel temporaire. Et on s'était rendu compte que ces gens-là, lorsqu'on les laissait ensemble, évidemment, ils s'auto-stimulaient. Alors, on avait énormément de difficultés à intervenir et à réussir à régler les problèmes de comportement. Je note aussi une forte résistance des partenaires à considérer les personnes comme leurs clients. Évidemment, on basculait vers graduellement des services de première ligne accessibles à ces personnes. Je pense aux centres locaux de services communautaires. Sauf qu'au départ, ou même le milieu éducatif, la première réaction de nos partenaires, c'était de dire, vous les aviez en institution,
vous nous les avez amenés dans la communauté et maintenant vous vous demandez d'en prendre la charge. Ce n'est pas notre problème. Et même si les directives ministérielles étaient assez claires, on avait énormément de difficultés à les amener avec nous, à développer une approche ouverte. Et évidemment, on pourrait y revenir, mais il a fallu faire de l'enseignement, il a fallu soutenir ces milieux-là. Et à certaines occasions, on est arrivé même jusqu'à faire des bascules de postes vers le milieu communautaire pour être capable d'avoir une prise en charge assumée par ces milieux-là. Alors, la forte résistance, mouvement majeur de spécialisation, en même temps, on se disait, il faut absolument que nous, on se spécialise comme intervenants. Alors, on a développé énormément de formations systématiques pour tout le monde. Je sais que je vais manquer de temps. L'urgence de développer la recherche dans le domaine de l'ADI. Alors, et on en a parlé, Daniel Boisvert l'a souligné aussi. Chez nous, on a créé un poste d'encadrement de la recherche. C'est le premier poste, un des premiers postes que j'ai occupé. On a créé le Consortium national de recherche parce que le problème qu'on avait, c'est qu'il faut développer des nouvelles approches, des nouvelles technologies. Bien, il n'y avait pas de professeur d'université qui s'intéressait à la déficience. Probablement que vous avez vécu ça. Quand on est un intervenant en déficience, on a un statut un petit peu moins élevé que quand on travaille auprès d'autres clientèles, handicapés physiques ou des gens qui ont plus de problèmes de santé mentale. Et c'était la même chose qui se passait du côté des universités. On s'est dit, il faut aller chercher les universitaires pour qu'ils viennent travailler avec nous dans les milieux, faire des projets de recherche, développer des technologies, des approches. Et aussi, je pense qu'on avait créé la revue CNRIS, qui était un magazine scientifique et professionnel, qui est accessible d'ailleurs et qui continue d'exister, et qui permet de faire le transfert des connaissances, des recherches, mais des interventions. Donc, c'est une revue accessible à tout le monde. Et les établissements autour d'une fédération, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tout seul, on n'était pas capable d'aller très loin. Alors, on s'est dit, il faut se regrouper l'ensemble des établissements pour être capable de développer des programmes universitaires spécialisés, développer des programmes d'intervention communs, une intervention précoce, par exemple, d'agir auprès des partenaires parce qu'il fallait agir à un autre niveau que celui du simple établissement. Il fallait agir aussi avec les autres fédérations d'établissements. Et ça nous permettait de défendre notre mission, d'agir auprès des instances politiques et protéger aussi nos ressources parce qu'évidemment, le gouvernement, comme partout ailleurs, faisait des coupures et on était souvent victime de ces coupures-là. Alors, en 2010, on s'en va vers une société un peu plus inclusive. À l'époque, il ne reste à peu près plus personne dans les institutions, sauf que dans notre région, il y a un établissement qui a 400 usagers. Et cette fois-là, on s'est dit, on ne commencera pas à intégrer les personnes qui sont les plus faciles, on va intégrer les personnes les plus difficiles. Comme ça, on va faire la preuve que tout le monde peut sortir de là. Alors, toutes les personnes multihandicapées qui avaient des problèmes de comportement, on a commencé par ces personnes-là, déjà en même temps. Et donc, ça nous a permis de faire la preuve rapidement auprès des intervenants de l'importance de notre démarche. Ce qui était aussi particulier dans le cas du CH, c'est un centre hospitalier Saint-Julien, c'est que c'était en même temps la survie du village. Parce qu'il y avait un employeur, c'était le centre Saint-Julien. Alors, il a fallu travailler très fort avec les communautés locales et garantir des autres possibilités, même d'utilisation de la bâtisse physique. Et ces 400 usagers-là ont été intégrés. En même temps, il y a eu une réforme qui visait la hiérarchisation des services. Ça nous a obligés à investir, comme je vous disais, la première ligne, mais maintenant, le gouvernement avait décidé, parce qu'avant, c'était un petit peu volontaire. Après, ils ont dit non, ce n'est pas volontaire. Vous devez offrir des services aux gens de première ligne. Alors, il a fallu faire de l'investissement. Dans notre cas, ça a renforcé le mouvement de spécialisation. Ça nous a obligés aussi à créer des passerelles formelles avec les partenaires, donc des ententes de services. Et pour ce qui est du CNRIS, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'en regroupant l'ensemble des établissements, on a composé des équipes de recherche. La particularité, c'est que c'est des équipes universités-milieux. Donc, c'est les intervenants et les milieux qui intervenaient pour dire aux chercheurs, c'est ça nos besoins à l'heure actuelle. Ce serait intéressant de développer des approches ou des programmes là-dessus. On a créé des chaires de recherche, des bourses d'études. Et pour réussir à vendre ça à l'ensemble des établissements, on s'est dit, écoutez, on investit des sous dans la formation. Alors, on va prendre 1% du 10% que vous mettez à la formation, on va l'investir dans le CNRIS et nous, on vous garantit
d'élaborer des recherches qui nous permettront de développer les programmes qu'on souhaite. Les établissements développent ensemble un ensemble de guides de pratique. Dans ce cas-ci, l'établissement où j'étais, moi, on a obtenu un statut d'institut universitaire, ce qui me permettait de renforcer vraiment toute la partie de recherche. Et la particularité de l'Institut, pour être capable d'avoir le statut, il faut absolument faire preuve de la qualité des services. Alors, un institut, ce n'est pas juste parce que tu fais de la recherche, c'est parce que tu donnes des bons services, tu fais la preuve que tu es capable de le faire, et maintenant, tu peux développer un ensemble de programmes. Et évidemment, ça nous donnait des subventions relativement importantes, ce qui était le cas de l'établissement. Et on parle des guides de pratique, je reviens un petit peu là-dessus. En se mettant ensemble, on était capable de développer des services provinciaux. Le SQE-TGC, c'est le Service québécois d'expertise en troubles graves du comportement. Donc, on a créé des équipes qui étaient en mesure éventuellement d'intervenir directement dans les milieux et venir une équipe d'intervention rapide, dans le fond. Alors, en même temps, eux, c'était une équipe centralisée qui se déplaçait un peu partout dans la province, pas juste pour intervenir dans des cas difficiles, mais pour aider les équipes locales à développer leur propre expertise. Et je vais aller rapidement. Donc, on se retrouve à peu près dans l'environnement où on est actuellement. Les dernières démarches qui se sont passées, ou ce qu'on appelle plutôt la grande réforme dernièrement, qui est en 2015, a abattu l'ensemble des fédérations ou des regroupements, ce qui a fait en sorte que le collectif, qui était un petit peu notre force, actuellement est relativement ébranlé. Donc, on est donc dans une période un peu plus, je dirais, préoccupante pour l'ensemble des intervenants, où on a de la difficulté à retrouver un petit peu notre âme au niveau des établissements. Et j'ai mis quelques repères, mais si pour votre intérêt, et s'il y en a deux que je devrais retenir et vous signifier, c'est l'Institut universitaire, mais on vous redonnera les repères de ça. C'est l'Institut universitaire en déficience intellectuelle, dont la mission est de développer des programmes très faciles d'accès via Internet, dont Institut universitaire en déficience intellectuelle et autisme, Mauricie, Centre du Québec, et le Consortium national de recherche dont Daniel Boisvert dirige les destinées, où vous avez à peu près toute l'information des programmes existants, de la manière dont, de la dynamique actuelle au niveau, et vous avez beaucoup de programmes accessibles via ces sites-là. Donc, enfin, et étant donné que j'ai déjà dépassé de 1 seconde mon temps, vous dire un petit peu que c'est la démarche. Comme je disais au début, l'idée n'est pas de dire qu'on a l'affaire, nous, au Québec, c'est qu'on a été mis dans un contexte très particulier, avec des volontés partagées. Et je dirais, ce qui a fait notre force, c'est le collectif. C'est d'être capable de se mettre ensemble, d'avoir un pouvoir, parce qu'on partageait des ressources et on développait des programmes conséquents. Je m'arrête là. Et si, merci Michel. Alors, tant qu'il est encore là et qu'il a le micro, si vous avez des questions à lui poser, c'est maintenant. C'était peut-être un peu rapide, hein, et on fait des survols qui sont rapides au niveau de l'organisation, mais effectivement, je pense que l'idée, et ce qu'on a réalisé très vite, c'est qu'en tout seul, on n'était pas capable d'arriver. Mais l'avantage d'avoir des regroupements d'établissements nous a donné énormément de force et être capable de développer des programmes intéressants, donc, et même des services collectifs.
Oui, je ne peux pas répondre à la particularité de votre organisation, mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les mouvements qu'on a fait, on a mis énormément d'énergie, de sensibilisation, de rencontres avec tous les parents. Et je dirais l'avantage qu'on a eu, c'est que les premiers parents qui ont vu leur enfant quitter l'institution ou se retrouver dans des situations différentes, c'est devenu nos personnes référentes. On les a intégrés dans notre processus de communication et de planification. Et c'est eux qui, je dirais, ont été les meilleurs transmetteurs. Évidemment, autour de ça, il y avait de l'assurance de service, de l'assurance de soutien. Mais je pense que si on n'avait pas eu les parents, et j'ai nommé tantôt l'Association québécoise, eux nous déléguaient des personnes qui venaient travailler avec nous. Et donc, on avait des têtes qui arrivaient dans le milieu, qui venaient expliquer, qui venaient sécuriser les gens. Mais j'ai envie de dire que la réponse principale, si les services ne suivent pas, si ce qu'on a dit qu'on allait faire en termes de soutien n'est pas présent, c'est peine perdue. Comme on dit chez nous, il fallait que les babines suivent les bottines. Ce qu'on dit, il faut le faire. Et si on ne le fait pas, évidemment, on était à risque. Alors, on a travaillé beaucoup avec les parents, on les a sensibilisés, puis on les a amenés avec nous. Alors, on a pris, j'ai envie de dire, les meilleurs ou ceux qui étaient les plus convaincus. Alors, c'est un peu en termes de stratégie ce qu'on a pu utiliser. D'autres questions? On aura l'occasion probablement de rediscuter de petites approches, d'aller un petit peu plus loin sur des modèles. Effectivement, comme quand on a abordé les questions de foyers de groupe, ce que j'ai oublié de dire, puis ce qui m'apparaît important, nous, les foyers de groupe ont été un passage obligé. C'était une étape vers... On ne le savait pas à l'époque. On a fait les foyers de groupe parce qu'il fallait désinstitutionnaliser nos intervenants, nous autres mêmes. Et une fois qu'on était rendu à l'intérieur, et là, on était capable de passer vers d'autres modèles, mais les intervenants aussi. Et on s'est dit, c'est un peu limité et on reproduit continuellement le modèle institutionnel et c'est inévitable parce qu'il y a des horaires, puis parce qu'il y a des changements de chiffres, les gens... Or, il faut aussi y aller graduellement. Là. Il faut être patient, je pense, mais patient mais déterminé. Si vous n'avez pas le conseil d'administration, la direction derrière vous, évidemment, c'est assez difficile de réussir des mouvements comme ça. Bien, merci Michel. On va s'arrêter là pour l'instant. Si vous avez des questions qui vous viendraient au cours, à l'écoute des autres interventions, n'hésitez pas à les poser à la fin de la séquence. Marc Palatte, maintenant, qui nous parlera de son expérience à Namur, en Belgique. Voilà, bonjour. Désolé, mais j'ai déposé plainte parce qu'il n'y a pas de traduction immédiate du belge vers le français. Mais donc la plainte est déposée, hein, ne vous en faites pas. Donc ce que je vais vous raconter, vous pourrez toujours utiliser votre joker puisque ce qui se passe, c'est en Belgique. Et donc c'est tout à fait différent parce que les Belges sont vraiment complètement différents des autres personnes en France ou au Québec. Donc vous pouvez toujours sortir votre joker, c'est pas possible, ils ne sont pas comme nous. Donc je vais d'abord vous exposer l'institution très rapidement parce qu'effectivement, comme Michel a dit, c'est en contexte et chacun est dans son contexte et ce n'est pas un modèle qui est à reproduire tel quel, mais c'est vous expliquer dans ce qu'on a vécu, ce qu'ont été des leviers, des défis, des étapes. On y reviendra par après. Donc l'institution, elle se trouve entre Namur et Liège à Andenne. C'est une ville d'environ 13 000 habitants. C'est important parce que c'est en levier, c'est une taille qui permet le développement assez facile de services en ayant accès assez facile au commerce et aux facilités. Alors, ce que vous avez ici devant vous à l'avant-plan ici, ça c'est l'institution originale. Et vous voyez bien que ce que Daniel Boisvert vous a expliqué, on faisait tout pour isoler les personnes. Et ce que vous avez à l'arrière-plan, c'est la ville où nous avons développé les services. Il y a 4 km d'écart entre les deux. N'ayez pas peur, là-bas, c'est une centrale nucléaire, mais normalement, elle tient le coup. Alors, très rapidement, on est dans un schéma de fonctionnement relativement similaire à chez vous, c'est-à-dire que la politique des personnes handicapées, du moins au niveau des placements, pas des revenus, elle dépend des régions, donc de la région wallonne. Et il y a un organisme qui s'appelle l'AVIC, qui s'occupe de l'agrément, du financement. Bon, on ne va pas entrer dans les détails, vous voyez que c'est un fonctionnement relativement similaire à ce qui existe en France.
Alors voilà l'institution pour vous dire aussi un petit peu ce qu'on vit tous dans nos institutions, c'est le vieillissement de la population. Vous voyez qu'on a une pyramide de Gauss très marquée. On a largement plus de la moitié des personnes qui ont entre 50 et 65 ans. C'est une problématique. Avec, vous le voyez, une petite particularité, l'institution n'était pas mixte jusqu'en 2006, ce qui explique le nombre restreint de femmes. Mais on ne le voit pas, mais ici, ce sont plutôt les personnes rentrantes. On est largement en rentrant plus de femmes actuellement. Donc, qu'est-ce que ça représente l'institution? Environ 250 travailleurs, 195 équivalents temps plein. Et on l'a vaguement évoqué, en Belgique, peut-être plus qu'en France, on est plus vite dans une logique éducationnelle. Donc, beaucoup de personnes sont des éducateurs, peu importe leur niveau de formation. On n'est pas dans notre secteur dans une logique médicale et de soins d'abord. On l'est aussi, mais pas d'abord. Alors, je vous présente brièvement le processus. Pour moi, c'est important de mettre des dates. Donc, on se retrouve en janvier 2008. Et en janvier 2008, il est décidé, on ne peut plus continuer à travailler comme on le fait. Il faut changer. On rentre une nouvelle offre de service globale pour l'institution. Et donc, on le rentre en plan de reconversion à notre pouvoir subsidiant. Une date très importante, c'est une date vous voyez qu'il y a 4 ans qui vont se passer. Ce n'est pas qu'on n'a rien fait, loin de là, on va y revenir. Mais en octobre 2008, c'est la première réalisation, c'est-à-dire on déménage les premières maisons. Et ce qui est très important, c'est qu'on déménage les premières maisons, mais on a une réflexion globale pour la totalité des personnes qui vivent dans l'institution. Et nous sommes ici en octobre 2016, où on est non pas à la fin de la reconversion, elle n'est pas finie, on est à la fin d'un cycle, et où on a ouvert la dernière maison en octobre, mais ce n'est pas la dernière maison, ce n'est pas le dernier mouvement qu'on vivra. Et donc, très rapidement, voilà un petit peu comment on a évolué sur les 4 années. Donc, on est dans une ville, on a environ 1,5 km entre toutes nos maisons, et au fur et à mesure des dates, sur 4 ans, on ouvre des maisons dans la ville, avec, vous le voyez, des maisons qui ressemblent à des maisons normales. C'est un des critères, c'est peut-être pas le principal, c'est la normalisation. On essaie d'avoir des maisons qui, au départ, ne montrent pas de signe que ce sont des maisons pour des personnes différentes. Et voilà le site qui, aujourd'hui, est en grande partie désaffecté. Il ne reste plus qu'une centaine de personnes sur le site. Alors, je continue à témoigner à travers 4 axes. Les valeurs, les idéaux, les aspects dynamiques, les enjeux politiques et les changements de pratique. Très rapidement, vous voyez ici notre table des matières de notre offre de services, et ce que vous allez entendre ou que vous avez déjà entendu, en gros, ce sont les grands principes qui sont mis en avant. Dans un premier temps, vous avez les références à des textes légaux qui sont ceux de la région wallonne, mais elles-mêmes s'appuyant sur les textes, comme vous l'avez entendu tantôt avec Mme Calves. Et puis, il y a des concepts, des modèles d'intervention dont vous entendrez le PPH tout à l'heure, valorisation des rôles sociaux. Donc, on énonce les grands principes d'intervention dans notre programme. Et on est bien d'accord qu'on a entendu parler les juristes. Et j'ai vaguement, dans mon jeune temps, fait des études juridiques aussi. Mais le droit est bien pour autant qu'on en sorte, certains le disent. Donc, ce qui est bien important, c'est d'énoncer des droits, mais c'est effectivement de les faire respecter, de les faire vivre. Et donc, on est bien dans du pragmatisme. Si vous êtes responsable à chacun à votre niveau, vous savez bien que tous les jours, on transige et on essaye de tirer vers le haut, mais on essaye de tirer vers le haut. Et donc, on est bien dans une logique de projet individuel qui est pour chaque personne, et qui s'inscrit dans un projet d'établissement. Il est décliné, il y a peut-être 2 situations intermédiaires, c'est le projet de maison, donc ça c'est l'unité de vie, et des approches. Mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est aussi peut-être en renversement, on part du projet individuel et on va vers le haut. On ne part pas dans le système qui part du haut et on fait rentrer les personnes dans les cases. Alors, au niveau des valeurs et idéaux, rapidement, parce qu'on y reviendra par ailleurs, le développement des compétences des travailleurs, c'est fondamental. Bon, indépendamment des contenus, c'est aussi, je pense, le comment. Comment faire en sorte que les personnes adhèrent aux principes et évoluent.
Personnellement, je pense que chez nous, ce qui a été important, c'est le partage d'expérience. C'est de voir des choses qui existent, même si ce ne sont pas exactement les mêmes. On a vu des choses en Hollande, en Flandre, pour certains au Québec, en Wallonie aussi. Et ce qui est important aussi, c'est pour tous. Par exemple, on a organisé des voyages à Hollande, à une institution qui faisait de l'intégration, un petit peu le modèle qu'on a reproduit. C'était tous les travailleurs, y compris le personnel d'entretien, le personnel administratif. Et ça, on ne l'a jamais regretté. C'est comme ça qu'il faut le faire, c'est la totalité. Un autre point sur lequel Christian, je pense, reviendra demain rapidement, c'est d'avoir des indicateurs de ce qu'on est en train de faire. On se réfère à des choses et on vérifie si on y est, en tout, en partie, si on s'écarte. Évidemment, ces indicateurs sont en relation avec ce qu'on veut faire. Et peut-être ce qu'on a sous-estimé dans l'institution, c'est d'utiliser ces indicateurs, ces enquêtes qui étaient réalisées auprès du fonctionnement de l'institution dans sa globalité, la satisfaction des services, les comportements adaptatifs des usagers qui évoluaient ou pas, la satisfaction des familles, l'implication des travailleurs. Peut-être un petit regret, c'est qu'on n'a pas assez exploité ce qui sortait de ces indicateurs. En deuxième point, c'est la dynamique, les acteurs et les partenaires. Donc, ce qui est certain, c'est que si vous rentrez dans un processus de reconversion, vous ouvrez le champ et vous allez travailler avec des acteurs et des partenaires. Bon, il y en a 8, 9 qui sont définis, 8, 9 familles, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que vous êtes dans un processus où tout interagit. Et si vous avez un acteur qui interagit différemment, vous avez souvent un blocage qui va se répercuter sur l'ensemble du système. Et donc, ce qui est important de voir, c'est qu'au sein des groupes, des questions importantes sont posées. La question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on va offrir comme soutien aux personnes. Déjà, la question, on n'est plus en train d'offrir des services, on offre des soutiens aux personnes qui sont accueillies chez nous. Donc, on pose la question importante. Et ce qui est important de voir, c'est qu'au sein des groupes, c'est plus souvent les mêmes personnes qui deviennent interlocuteurs. Si vous êtes au niveau du groupe parent, chez nous, on était dans un modèle excessivement refermé sur lui-même. On avait un comité de patronage. Donc, qui était, franchement, leur idée, c'était de pouvoir offrir des bonbons à la Saint-Nicolas. Donc, ils ne voulaient pas autre chose, quoi. C'est clair qu'avec ces personnes-là, ce n'est pas possible d'avancer sur un processus de reconversion. Donc des personnes ont émergé, et Michel l'a dit, il y a des gens qui viennent spontanément émerger, qui sont un peu les leaders et qui sont des pairs, qui sont les meilleurs porte-parole du processus. Et donc pour revenir sur les contacts, quand vous êtes dans le processus, et ça on l'a vécu parfois gaiement mais parfois douloureusement, c'est qu'il y a des interactions entre les acteurs et parfois vous avez des interactions presque contre nature, où vous allez avoir un délégué syndical qui va faire alliance avec un parent ou un travailleur qui va faire alliance avec un membre du PO, etc. Et donc ça, c'est un point excessivement amusant, mais aussi important à gérer. Et donc pour le gérer sans rentrer et faire beaucoup de théorie, ce qu'il est excessivement important d'avoir en tête, c'est qu'il faut faire évoluer à un rythme relativement similaire l'ensemble des acteurs. Donc si vous communiquez à un moment donné avec un acteur, les travailleurs, il faut communiquer relativement similairement, peut-être pas en disant les mêmes mots, avec les proches, même chose avec les usagers, etc. Une chose importante dans l'institution qu'on peut considérer comme une réussite, c'est que quand on a travaillé la reconversion, on a toujours considéré que l'acteur qui était le premier prévenu, c'était le bénéficiaire, l'usager. Alors les enjeux politico-économiques, donc les législations évoluent, on en a parlé, je ne vais pas revenir dessus, et les attentes peuvent évoluer aussi. On l'a évoqué, Michel l'a dit, au Québec, ça a été un levier important au Québec. Ça l'a été aussi pour nous, c'est qu'on s'est fait mettre en imposition de changer. Donc notre pouvoir subsidiaire a dit, maintenant vous changez. On avait des agréments de 3 mois où ça finit. Mais c'est un levier. C'est ça. On avance avec l'institution.
Alors, donc toujours sur les enjeux politico-économiques, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais donc, est-ce que le contexte est favorable ou pas favorable? Il n'est jamais, c'est clair que c'était peut-être, on dirait aujourd'hui, c'était peut-être plus facile d'avancer sur un processus. Il y a 10 ans, le contexte économique était meilleur. Oui, sans doute. Quelles sont les options politiques? Quel est le mode de financement? Par exemple, c'est très particulier chez nous, mais ça a été, ce qui était une contrainte est devenu une opportunité. On avait un système de financement excessivement rigide. On a demandé, on a obtenu un mode de financement plus souple, en particulier sur la possibilité de faire des réserves pour constituer des réserves pour la reconversion à la fois des infrastructures et la formation du personnel au sens le plus large. Alors, on a posé aussi des balises, et je pense que c'est important de poser les balises. Ce n'est pas toujours évident, on n'a pas la maîtrise de tout, mais nous, c'était à moyens constants. Donc, c'était, par rapport à notre pouvoir subsidiant, il ne fallait pas qu'ils nous coupent les ailes au moment où on prenait notre envol. Et une chose qui était de notre responsabilité, c'était une répartition équitable de moyens entre les services. Ce que je vais dire par là, c'est que, je vais le dire ici, Michel l'a évoqué, la reconversion chez nous, on a dit, elle l'est pour tous. Et paradoxalement, mais ce n'est pas un paradoxe, on a sorti les usagers les plus compliqués d'abord, et c'est plus facile. Paradoxalement, c'est plus facile. Parce qu'après, vous rentrez dans un processus où il y a toujours l'excuse pour dire on a sorti, et bon, après, c'est non, c'est non, c'est non. Non, c'est pour tout le monde de manière différente, et ça ne se discute pas. Et je peux vous dire que quand on a sorti les premières maisons, qui étaient en fait les maisons qui avaient les moins bonnes conditions de vie, qui étaient d'usagers pas faciles en termes de prise de soins, par exemple, où il y avait pas mal de soins, les autres maisons, on a ouvert des maisons, même comme directeur au comité de direction, demain on ouvre 2 maisons, mais on n'avait rien à dire, elles s'ouvraient naturellement. Donc on a passé la tête, une fois que la tête est passée, le reste passe, en principe. Et donc, ce qu'on a fait aussi, c'est beaucoup de reconversion de charges. On y reviendra peut-être par après. On y reviendra par après. Et aussi, on prend des risques. Donc, ça, c'est clair qu'à tous les niveaux. Monsieur, tout à l'heure, a pris en risque. Malheureusement, le risque, il lui a coûté en poste. Mais on prend des risques. Et donc, je vais placer le risque. C'est clair que si on avait eu, dans les 15 jours qui suivent l'ouverture de ma maison, un usager qui serait fait tuer sur la rue, c'était très difficile, c'était un risque important. Je vais passer ça. Donc, 3 points au niveau du changement des pratiques. Fondamentalement, c'est que pour moi, l'usager, il a la possibilité de faire des choix. Et s'il fait des choix, il a aussi une part de responsabilité. Alors, ça va très concrètement, ça peut parler à certains. Si l'usager fait un choix d'aller vivre en appartement, son appartement, il va l'entretenir. C'est des choix. Le lâcher-prise, je me mets plutôt au niveau de tout ce qui est la direction, les responsables de service, les éducateurs. Il y a un lâcher-prise très important à avoir. Je me mets au niveau d'un responsable de service. Il vivait dans un pavillon où il avait 4 unités de vie qui étaient l'une à côté de l'autre. Aujourd'hui, il est responsable de service et il chapeaute 3 maisons qui sont distantes l'une de l'autre d'environ 1 kilomètre, c'est dans un rayon d'1 kilomètre. Il travaille plus du tout de la même manière avec ses éducateurs. Il doit accepter de faire confiance à ses éducateurs de la même manière que les éducateurs font confiance en partie à leurs usagers. Et je témoigne, pour moi, j'étais ému il y a une semaine de voir une chose, c'est il y avait une activité en ville sur un parcours d'artistes, comme on fait parfois donc dans des maisons s'ouvrent, en usager dans une chaise roulante, la rue était fermée aux voitures, qui seul se baladait au plein milieu de la grande rue de la ville et qui allait d'une exposition à l'autre et qui revenait à sa maison. Donc il y avait 2 éducateurs, il y en avait un qui dit « tu le laisses faire » et l'autre qui était terrorisé parce qu'il allait se faire écraser. Voilà. Mais donc c'est le lâcher-prise, une certaine forme de prise de risque aussi, mais tout à fait salutaire. Et on l'a évoqué aussi, je pense une chose très importante pour les professionnels, c'est qu'ils travaillaient entre professionnels, ils vont travailler maintenant avec des professionnels et des gens qui ne sont pas des professionnels. Donc ils vont travailler avec l'environnement, ils vont travailler avec des services existants dans la ville. C'est en grosse partie du métier qui change. Donc ils doivent savoir se positionner avec des personnes qui
ne connaissent peut-être pas leur vocabulaire ou leurs contraintes. Voilà, alors pour terminer, je me mets sur un côté très pratique. Je pense qu'on est presque en niveau éthique, au niveau des pratiques. Est-ce que c'est quelque chose d'acceptable, de réalisable? On ne fait pas n'importe quoi. Et puis j'ai mis quelques questions. Est-ce qu'il est normal que... on a tous les mêmes sous-vêtements, on va tous au lit à la même heure, et puis est-ce qu'on mange tous à la même heure, est-ce qu'on déjeune tous à la même heure, est-ce qu'on soupe tous à la même heure, est-ce qu'on mange tous la même chose, est-ce qu'on a un endroit pour manger, est-ce qu'on a son même médecin généraliste? Ça, je pense que c'est des vraies questions concrètes. Alors, je n'ai pas dit que c'était full tout le temps nécessaire. Il y a parfois de à transiger. Il n'y a pas non plus à considérer une personne déficiente qui vit dans une maison différemment d'une famille, par exemple. Moi, si mes enfants viennent tous bouffer à une heure différente, à un moment donné, ça commence à bien faire. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout le monde peut manger à n'importe quelle heure, tous les jours, ce qu'il veut. C'est pas grave, on leur donc, au moins, ça se discute. Ça fait partie de la possibilité. Bon, voilà, comme Michel, voilà. 5 minutes, 2, 3 questions. Je pense avoir respecté mon temps. À guise de finale, j'ai un petit film qui dure 4 minutes. Alors, je dis bien qu'il est réducteur, mais il montre un petit peu une vie au sein d'une maison. Faut que je le trouve. Je vais me permettre de déposer le micro. De la personne et du financement. Parce que je pense que c'est quelque chose qui intervient justement dans ce processus d'inclusion, puisqu'on sait que suivant le mode de financement en Belgique n'est absolument pas le même qu'au Québec. Et c'est la question aussi des ressources des personnes. Donc je ne sais pas si ça va être abordé dans... Bon, pour la Belgique, ça a été absolument neutre. Donc les ressources des personnes déficientes, mais ça c'est plus... elles sont générées par l'État fédéral. Et ces ressources aujourd'hui sont suffisantes pour qu'ils contribuent à leur hébergement, à leur prise, leur accueil dans des institutions. Et le processus de reconversion n'a rien changé, la contribution. D'accord, donc la contribution est restée la même? Oui, tout à fait, puisque la contribution chez nous, elle est contrainte. Ah oui, non, mais Oui. c'est quelque chose, effectivement, je veux dire, qui pose question, puisque plus on va, je veux dire, vers de l'individualisation, plus cette question sera cruciale, puisque c'est en même temps, comme tout à chacun, c'est payer un loyer, donc quel niveau de ressources et quel financement. Enfin, ça sera, c'est une question qui me semble, dans l'avenir, va se poser, même aujourd'hui, elle se pose, de toute manière. Parce qu'on sera plus sur des modes de financement d'établissement. Oui. Donc chez nous, donc il n'y a pas eu de saut effectivement, il y a le budget individuel qui pourrait être complètement en basculement, c'est-à-dire que c'est plus l'institution qui détient les ressources, c'est la personne qui détient ces ressources et qui choisit son mode de soutien. On n'en est pas là pour le moment chez nous, en Wallonie. Et donc, notre processus n'a pas percuté l'équilibre financier des usagers. Oui, mais on voit aujourd'hui qu'on en est là, et j'attire l'attention parce qu'en fait, il y a au niveau une réflexion, donc au niveau tout au moins des politiques françaises, où on parle je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de l'habitat inclusif, qui est résumé sur un modèle, ce qu'il ne faut pas faire, mais se pose la question justement non pas du financement, donc c'est d'avoir des logements qu'ils soient en colocation ou donc collectifs ou semi-collectifs, mais que la personne doit avoir un niveau de ressources pour financer son logement elle-même. Donc on voit bien qu'on change complètement de paradigme et si on va jusqu'au bout, ça veut dire que demain, les associations gestionnaires vont gérer des accompagnements et non plus des établissements et services. Donc, et ce processus est en marche, donc j'attire vraiment l'attention pour avoir une réflexion globale et de l'avoir en tête, puisque c'est quand même ce processus qui est en marche ici en France, justement. Je voulais savoir si ça avait été... Parce que je pense qu'au Québec, ça a été un petit peu... Enfin, je ne sais pas comment c'est passé au Québec, mais... Oui, pour l'instant, Madame Huss, au Québec, on n'est pas encore rendu au budget individualisé,
Bien sûr que ça se discute et c'est les prochaines étapes avec la reconnaissance des droits et autres. C'est le financement direct qui pose évidemment d'autres questions hein, pour le réseau lui-même d'établissement. Mais je pense qu'on s'en va vers une formule mixte où on devra tenir compte davantage des capacités de payer des usagers directement ou indirectement par les personnes responsables de ces usagers. C'est discuté en ce moment, c'est discuté au niveau de l'Europe. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. La Hollande, notamment, est particulièrement avancée dans ce domaine. Une autre question ? Donc, je voulais compléter la réponse. Comme vous pouvez le constater, votre question nous fait peur, puisqu'on s'est tous mis l'un à côté de l'autre. Donc, pour ce qui me concerne, je viens d'accompagner donc un gros foyer d'hébergement à se mettre en marche de transition inclusive. Et les règles de financement et de l'équipement et les ressources des personnes laissées aux personnes sont restées les mêmes. C'est clair que dans le cas du projet que j'ai accompagné, c'était un moyen constant. Mais sans vouloir entrer dans les détails, ça s'est bien passé. C'est-à-dire qu'avec cette politique du moyen constant, on a réussi en effet à faire quelque chose de tout à fait acceptable et qui réponde aux droits des personnes et à leur individualisation et à leur autodétermination. Alors, en effet, il y a des nuages qui s'amoncellent et je pense qu'on aura grand besoin de grandes organisations comme la vôtre, madame, pour pouvoir faire face, et de d'autres, mais en tous les cas, effectivement, il faudrait au moins que la partie se joue à moyens égaux que précédemment, quoi. C'est une règle. Si en effet, il devait y avoir une coupe sombre sur les moyens, ça serait absolument dramatique pour les personnes accompagnées. Donc, Daniel Boisvert vient de faire une bêtise sur le pupitre, donc il me demande de meubler avec un encart publicitaire, mais on n'a pas prévu. Une chanson. Une chanson. Monsieur, une question. Salariés sur une dynamique. Oh non. Donc c'est une bonne question, je comprends. Voilà, et de passer sur, c'est ce qu'on est en train de vivre nous aussi. Mais encore là, je vois des maisons, donc je suppose que c'est des moyennes équipes, c'est pas des toutes petites équipes, mais nous on part sur des services. Donc avec des petites équipes de 2-3 personnes, et la dynamique de groupe qui se fait quotidiennement, à partir en formation ensemble, à faire à vivre tout ça, toute cette dynamique de groupe, m'inquiète un peu. Voilà, quand je vois le côté positif, il y a effectivement les côtés négatifs, mais quand on a travaillé tout ça au niveau du management et que c'est partagé, effectivement, moi je le vis super positivement. Et je suis un peu inquiet quand je vois mes petits services qui vont partir à 2-3 et qu'il faut mettre toute une organisation en place pour venir se réunir sur une APP où on ne se connaît plus. On ne partage plus d'histoire. D'accord. On ne partage plus de bons moments, voire des mauvais. Donc c'est ce qui peut m'inquiéter un peu. Donc j'ai zappé cette diapo, effectivement, en point négatif, exprimé par la plupart des éducateurs, c'est une forme de solitude, en particulier le week-end, puisqu'ils sont toujours au mieux seuls, avec un groupe d'usagers. Néanmoins, quasiment la totalité des personnes qui sont en Andenne, dans la ville, ne veulent certainement plus jamais remonter dans une logique institutionnelle. Et alors vous soulignez autre chose, c'est une dynamique plutôt institutionnelle et de fonctionnement. Alors je dis deux choses, comme responsable, et c'est un point important où personnellement je suis toujours en train de pousser dessus, c'est que vous devez mettre en place des systèmes de fonctionnement qui récupèrent de la ressource temps pour permettre d'une part de travailler sur les plans d'intervention ensemble et de travailler ensemble. Et donc il faut absolument prévoir des moments où il y a moyen de rassembler les équipes.
Donc ça, c'est une condition très importante, c'est de créer des systèmes qui permettent encore de la communauté. Et alors, donc aujourd'hui, l'unité est vraiment devenue la maison. Il y a une solidarité au niveau de la maison entre les éducateurs qui parfois, je trouve, devient même un peu trop fort. Donc c'est un point positif, ils vivent ensemble. Mais effectivement, c'est un point d'attention, c'est qu'on garde quand même une vision un peu collective, à tout le moins pour les maisons qui ont la même approche. Voilà, c'est un enjeu, ouais. Non. Donc on est plutôt sur une logique, la maison tire son plan, mais en deuxième point, elle peut trouver des ressources sur les maisons qui lui sont apparentées, via le responsable. Et le paradoxe, c'est qu'il est beaucoup plus facile de faire fonctionner une maison comme ça, qui est repliée. Enfin, ça c'est un point positif, ils vont trouver des solutions eux-mêmes, 80% des fois. Mais c'est vrai que ça pose une question d'unité d'institution. Alors jusqu'où est-ce qu'il faut considérer que c'est en bien ou en mal, voilà. Donc vous avez dit qu'on avait une démarche de suivi scientifique qu'a porté entre autres Daniel Boisvert sur les usagers, plutôt avec entre autres l'échelle québécoise de comportement adaptatif, EQCA, qui est traduite en belge par EBCA, mais je peux vous dire qu'il y a 10 mots qui sont traduits. Hein. Donc, par exemple, une marchette, est-ce que vous savez ce que c'est? Une marchette, donc c'est pour ça qu'on l'a traduit, c'est une tribune. Bon, voilà, donc c'est simplement... Donc ça vérifie si les usagers, enfin Daniel peut peut-être en dire en 2 mots, comportement adaptatif, c'est voir dans quelle mesure l'usager a plus de comportement adaptatif aujourd'hui qu'hier. Et donc on avait fait des mesures avant et après. Après 1 an et demi, on a fait une première mesure avec 54 usagers sortis les premiers. Les résultats au niveau des comportements adaptatifs étaient pas spécialement extraordinaires pour les usagers avec des problématiques de santé, de mobilité importantes. Mais par contre, tout de suite, important pour les usagers les plus autonomes, entre guillemets. Tout de suite, c'était l'explosion. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut du temps. Je veux dire, une personne qui a une mobilité réduite va moins vite arriver dans le quartier, va pouvoir plus difficile à se mettre dans le quartier, etc. Et au niveau de la qualité de vie, c'est toujours difficile de le dire soi-même, mais moi je suis convaincu que la qualité de vie a grandement augmenté pour les personnes. Et parfois, on est... je cite cet exemple-là assez souvent. Le premier jour où on est sorti, prise de risque, il n'y a pas de soutien la nuit. Donc la nuit, on est organisé, il y a des éducateurs en ville qui tournent, qui ont un plan de nuit, et toutes nos maisons sont protégées, caméra, détection port, détection incendie. Et donc, si problème, l'éducateur se rend dans la maison, enfin les 3 éducateurs pour l'ensemble des 13 lieux se rendent à l'endroit. Donc c'est une prise de risque. Hein. Donc on était avant dans un éducateur, dans un couloir qui surveillait le couloir. Ok. Donc première nuit, les éducateurs n'osent pas lâcher prise. Ils veulent tous être présents dans leur maison. Non, jamais, ne montrez pas que vous êtes là la nuit, puisque vous ne serez pas là la nuit. Donc je veux bien que vous soyez là, mais vous êtes tous chez les voisins ou dans les jardins. Et vous ne vous montrez pas. Eh bien, à minuit, la première nuit, ils m'ont téléphoné pour avoir l'autorisation de diminuer le système au fonctionnement qui est normal la première nuit. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un constat incroyable. Les personnes déficientes, quand elles ont des chambres individuelles ou à 2, qu'est-ce qu'elles font ? Elles dorment. Elles dorment. Ces personnes-là dormaient dans des dortoirs, certains à 6 et d'autres à 10. Mais rien que ça, en qualité de vie, vous faites un bond extraordinaire, quoi. Et ça, paradoxalement, c'était un levier chez nous, c'est qu'on avait des conditions médiocres au niveau matériel, donc ce gain se faisait assez facilement. Bon, il faut toujours meubler, puisque c'est pas ce qu'il a fait. Je pense qu'il a besoin de soutien, mais Ismaël est là. Ismaël ? Tu soutiens ? Je peux peut-être revenir sur l'histoire de la tête qu'on n'a peut-être pas forcément bien comprise. La tête qui passe d'abord. Et... Le plus dur passe en premier. Une fois que la tête est passée, c'est bon.
D'autres questions, peut-être? On risque d'être obligé. Oui, il y a peut-être d'autres questions. Et puis, je vais faire l'animateur de groupe pendant ce temps-là, pendant que les techniciens bougent. Oui. On est trop tard. Oui, quand même. Oui. Qui ont été mises en place de façon individuelle ou collective au niveau du Québec. Il y a peut-être des choses, on est passé très vite. Il faut dire aussi que du modèle de foyer de groupe, on est passé assez rapidement et ou en même temps avec des familles d'accueil. Donc, avec des structures légères, parce que le problème qu'on avait au niveau des normes du gouvernement, c'était des familles d'accueil à 10 personnes. On a dit non, nous, on veut des familles d'accueil avec maximum 4 personnes à l'intérieur. Et quand on parle du système de soutien, c'est on parlait tantôt de la supervision clinique, donc du soutien. Donc, évidemment, les intervenants travaillent directement dans le milieu avec les gens, mais en plus, on a vraiment mis en place des postes de conseillers cliniques qui soutiennent les intervenants. Et c'était un peu une réponse à l'isolement tantôt. Les intervenants ne se retrouvent pas tout seuls non plus. Et régulièrement, on se réunit. Mais il faut dire que en ce qui concerne les enfants, ils ne sont plus en institution, ils sont chez leurs parents, sauf dans certains cas des familles d'accueil. Pour les adultes, des ressources de type familial. Mais tous les intervenants sont déployés directement dans la communauté. Alors, ils sont en service direct, ils partent avec leur voiture, ils s'en vont, ils rencontrent l'intervenant chez lui, ils le soutiennent directement dans son appartement. Je donnais l'exemple des appartements connexes qu'on avait développés. L'idée était que, bon, enfin, ils s'excitent mutuellement, surtout quand il y a des gens qui ont des problèmes de comportement. Donc, il faut trouver des modèles, mais en même temps, il y avait une question de ressources. On s'est dit, on ne peut pas mettre un intervenant avec chaque personne qui a un problème de comportement. Mais à partir du moment où on avait un accès rapide à l'appartement, soit nous vers elle ou soit elle vers nous, vers la personne, bien là, on avait une capacité d'intervention, puis ça permettait de développer l'autonomie. C'est-à-dire que là où elle n'avait pas besoin de nous, on n'est pas là. Mais en même temps, on pouvait intervenir rapidement. L'autre aspect, je le nommais rapidement tantôt, les problématiques de comportement. C'est fini. Vous m'attendez? Excusez-moi. Monsieur le Président, je cède la parole au Président. Il est anxieux de faire sa présentation. On va pouvoir passer à Christian avec un film qui devrait fonctionner normalement. On espère, on croise les doigts. Donc, mon intervention était en 2 temps. La prétention d'être juste un témoignage de ce film sur ce modeste témoignage, sur cette modeste réalisation de ce qu'on a appelé un continuum de service. Donc, un continuum de service pour des enfants porteurs de handicap, mais dans l'éducation nationale. Là, ça pète. Donc, quelques précisions de contexte sur ce document. Donc, vous avez vu qu'effectivement, on avait eu la chance d'être opéré, d'avoir le prix au CIRP sur cette réalisation, qui a quand même 10 ans de durée jusqu'alors. Donc, on a coutume de dire que c'est Charlemagne qui a inventé l'école, et que Charlemagne, il a été relayé par Jules Ferry pour une école obligatoire pour tous. Sauf que il y a 2 siècles, l'école ordinaire pour tous s'est révélée pas pour tous, en fait. C'est-à-dire que très rapidement, les enfants catalogués à l'époque, identifiés comme idiots, imbéciles, je ne reviens pas sur toutes les présentations, c'était les termes de l'époque, donc se sont vus proposer des services
en dehors de l'école, puisque cette école, à cette époque-là, n'a pas su s'adapter, n'a pas su comment s'adapter aux enfants porteurs de handicap. Et donc, par conséquent, il y a eu la naissance d'un grand secteur, celui de l'éducation spécialisée. Et là, sans jugement moral, sans jugement de valeur, il s'agissait là, pour les gens de l'époque, de répondre aux besoins de ces enfants. Et donc, en créant de la surprotection sociale, on protégeait les enfants. C'était ça, c'était la mode, c'était l'affaire du moment. Donc, vous verrez sur cette diapo qu'on arrive de Jules Ferry à la loi de 2005. Vous verrez que l'enfer est pavé de bonnes intentions, même si vous pouvez le constater sur cette diapositive. Je ne sais pas où est-ce que le petit bouton risque de tout faire sauter. En tous les cas, vous remarquerez que même l'enfer se procède à ses mesures d'accessibilité. Donc, plus sérieusement, donc, les effets de la loi 2005. Donc, très rapidement, en effet, avec une impulsion des pouvoirs publics, vous pourrez constater sur cette diapositive que très rapidement, les effectifs intégrés, que ce soit dans le second degré ou dans le premier degré, vont très rapidement décoller. Mais ils vont décoller pour des enfants qui sont pas si loin que ça de l'école. Pour les autres, ça va peut-être quand même être un peu plus lent. Donc, je parlais des collègues. Là, vous savez tout à fait que, comme le disait Marc tout à l'heure, ça sera les plus compétents en fait qui vont être choisis là dans un premier temps. Donc, je reviens à l'expérimentation. Donc, il y avait de trop bonnes conditions au départ. C'est-à-dire que nous sommes sur un département d'outre-mer où il y a un contexte associatif, un contexte économique favorable et des conditions idylliques, a priori. C'est-à-dire que lorsque l'ALEFPA, qui est l'association qui est mon employeur, s'est trouvée effectivement à même de gérer cet établissement, il y avait dans la corbeille de la mariée 2 choses importantes. Très importante. Une propriété de 7 hectares, idylliquement placée dans une bonne région du département de la Réunion, la côte sous le vent, où il fait toujours doux et toujours très, très agréable à vivre sur le plan des conditions météorologiques. 7 hectares de manguiers, donc du terrain, c'est magnifique. À la Réunion, c'est compliqué, le terrain, il y a une pression de foncier très importante. Et il y avait une deuxième condition favorable, c'est que nous étions dans la corbeille de la mariée, il y avait une autorisation d'ouvrir un IMP de 50 places. Donc nous étions sur un site où il y avait un gros ESAT, un site où il y avait déjà un IM Pro. Et donc par conséquent, nous avions, quand moi je suis arrivé, il y avait déjà le permis de construire, déjà le terrain balisé. Donc les 50 enfants étaient déjà dans les starting blocks repérés par, à l'époque, l'organisme orienteur. Donc c'était des conditions idylliques pour les parents. Ils venaient de trouver une solution fabuleuse parce qu'il faut se dire que les départements d'outre-mer ont une mise en œuvre des établissements médico-sociaux qui est à la traîne par rapport à la métropole. Et notamment à La Réunion, nous avions un déficit d'équipement d'à peu près 40% par rapport au département métropolitain. Donc ça compte. Donc vous devez vous douter que cet apport-là et le terrain et tout ce qui va avec venaient soulager la pression. Alors les parents, évidemment... Pour les autorités de tutelle, c'était aussi une occasion formidable de soulager la pression. Et puis, pour le patrimoine de mon association, pour le patrimoine tout court, pour les associations, faire grossir intramuros, c'était la mode, c'était le raisonnement de l'époque. À cette époque-là, on est en 2005. Le département de la Réunion va exploser. Enfin, en tous les cas, les équipements vont se mettre en route très rapidement. On a eu un parachutage de milliards pour les équipements, puisque dans les départements d'outre-mer, on commence par l'aménagement du territoire, la santé, l'éducation nationale ou le contraire. Et puis, très rapidement, on arrive au médico-social. Et 2006, c'était le moment du plan
où dans ce département d'outre-mer, on mettait en œuvre les établissements médico-sociaux. Donc, un agrément, toutes les conditions réunies, du terrain, donc pas facile pour une équipe de dire « oui, mais là, ça ne va pas se passer comme ça parce qu'on a d'autres convictions. On vous propose d'autres projets. » Un élément important, j'étais en période d'essai. Voilà. Donc, ma présidente d'association m'a regardé de travers, madame. D'ailleurs, oui, je suis totalement traumatisé. Donc, bon, quand même un certain nombre de points d'appui à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où il y a une pression des mouvements de consommateurs. On l'a vu tout à l'heure avec Gwenaël, les problèmes des circulaires européennes, etc. Il y a la loi de 2005 qui arrive, effectivement, un certain nombre de mesures, un certain nombre d'intentions. C'est l'époque où on reconnaît des besoins éducatifs particuliers à une certaine catégorie d'enfants. Et puis, il y a les fameuses dispositions diverses et variées sur la scolarisation des enfants dans l'école la plus proche de leur domicile. Donc, de trop bonnes conditions de mise en œuvre, évidemment. Ah non, je reviens. Excusez-moi. Donc, 2006, des lois, un contexte. Nous avons, mais nous n'avons pas de directive nationale. Ça aide pas. Ça aide pas. C'est-à-dire que pour les salariés d'une association qui veut grossir face à des parents qui veulent une solution pour leurs enfants, des autorités de tutelle qui veulent se libérer de la pression qui est exercée sur elles pour des questions de manque de place, etc., ça aide pas. Donc, peu de directives nationales sur le terrain, en tous les cas. Elles ne sont pas arrivées sur le terrain, sur le plan de l'éducation nationale, sur le plan de l'Agence régionale de santé de l'époque. Mais, et on en est là aujourd'hui, un triptyque gagnant. Nous avions une équipe extrêmement déterminée, extrêmement bien formée, une équipe qui avait été accompagnée par des universitaires, parce que si vous n'avez pas un bon universitaire dans votre poche, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'on ne vous croit pas, parce que vous êtes quand même qu'un modeste éducateur, monsieur l'universitaire, et donc par conséquent c'est compliqué. Donc c'est parmi les leviers, ça prend un bon universitaire dans sa poche. Donc une équipe déterminée, des valeurs, c'est-à-dire que nous avions adopté au sein de mon association, enfin le conseil d'association avait adopté, sans trop savoir ce que ça voulait dire au départ, la valorisation des rôles sociaux comme étant un des principes de valeur de l'association. Et des partenaires locaux tout à fait favorables, ouverts. Et ça, donc ce triptyque gagnant aura permis l'expérimentation que vous avez vue sur ce film. Au niveau de la mise en œuvre, il y a plusieurs catégories de dirigeants, en tous les cas de cadres du secteur, ceux qui attendent que tout aille bien au niveau de la réglementation et qui, notre secteur est un secteur où, si vous ne prenez pas de risques, vous faites largement vos 50 ans. Et donc, c'est quand même un argument qui peut plaider en cette faveur. Donc, il faut véritablement, là, sur ce point, avoir des VRP, de la désinstitutionnalisation. Un point important pour la mise en œuvre, et ça vaut pour tout ce qui vient d'être évoqué, ça vaut pour tous vos métiers, c'est que nous venons de construire un demi-siècle de savoir-faire médico-social, et donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que vous êtes des gens compétents, motivés, fiers de votre métier, vous avez acquis des compétences, donc par conséquent, ces compétences, elles s'exerceront. Parce que les enfants dont on parle là, c'est des enfants qui ont besoin de vous pour aller à l'école. C'est-à-dire que ce n'est pas aussi simple que ça. Les métiers du médico-social, le savoir-faire du médico-social doit en effet se retrouver en tant que soutien dans l'école pour permettre à l'enfant de vivre les moments avec les autres enfants, avec les autres
dans le milieu ordinaire. Ça a été évoqué par Marc tout à l'heure. Moi, je vous l'ai traduit par un enfant s'agrandit. Un enfant s'agrandit tout le temps. Ça, c'est la galère. Parce que quand vous en avez fait rentrer 12 dans une école primaire, 4 ans après, les vêtements de l'école primaire sont trop petits. Donc, vous avez soit la solution de les ramener sur l'institution, qui continue à tourner en parallèle, soit il faut aller de l'avant. Et donc, de l'avant, c'est collège. Puis ensuite, c'est lycée. Puis là, on y est. On en est à la sortie de ce dispositif. Alors, pour l'instant, on a la chance que aucune orientation n'a été faite vers l'ESAT ou vers le foyer d'accueil occupationnel et que tous sont en situation d'accompagnement dans des dispositifs d'apprentissage ou de formation professionnelle. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Alors, contrairement à ce que Marc disait tout à l'heure, nous avons commencé par le plus facile, c'est-à-dire que nous avons procédé à des admissions d'enfants qui avaient la compétence pour rentrer à l'école. Compétence parce que l'école, elle n'est pas adaptée. Il y a des escaliers, il y a des enfants turbulents, il y a des jeux qui vont vite, comme dirait Daniel Boisvert, il y a, etc., etc. Donc nous avons, pour pouvoir réussir notre implantation d'instituts médicaux pédagogiques 6-14 ans, 6-16 ans, nous avons choisi de mettre ceux qui étaient le plus compétents à l'école et ceux qui étaient le moins compétents ailleurs. Ça a été une erreur. Nous avons mis 3 ans pour nous remettre de cette erreur-là. Donc nous avons changé de cap et désormais les admissions se font toutes dans l'école ordinaire. Et toutes dans l'école ordinaire et sans commission d'admission ou sans commission de préadmission. C'est-à-dire que tous les gamins qui nous sont présentés par la MDPH rentrent dès lors qu'on a une place. Ça a été les règles qu'on a pu rétablir. Monsieur posait la question de la solitude des équipes. Évidemment, le modèle qu'on a mis en place, c'est un éducateur spécialisé, un enseignant spécialisé et quelqu'un qui assure la vie quotidienne, l'accompagnement à la vie quotidienne. Évidemment, ces 3-là, ils étaient avec les autres il y a 10 ans. Ils étaient au sein de l'IME, avec tout ce qui va bien au sein de l'IME, c'est-à-dire les 7 hectares de manguiers, le café, le matin au distributeur avec l'assistante sociale et la psychologue. Et je vous passe tout un tas d'autres situations tout à fait favorables. Et donc, évidemment ça fait partie. On en parlera demain ou tout à l'heure sur les leviers. On en parlera sur les étapes de la transition inclusive. Ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et donc, nous avons un fort programme d'accompagnement pour ces personnels que l'on met en interaction avec leurs collègues un peu partout dans le monde, en fait. Alors, je vous disais tout à l'heure, donc je vous ai fait une petite blague de montrer les pattes blanches, le nécessaire quotient universitaire. En effet, à un moment donné, au changement d'un inspecteur principal d'ARS, nous avons eu des difficultés. C'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure qu'on s'appuyait sur un triptyque gagnant, et dans le dernier point du triptyque gagnant, il y avait des partenaires locaux. Et parmi ces partenaires, il y avait bien entendu l'engagement de l'Agence régionale de santé, de la personne qui était en charge de cette affaire-là, de l'accompagnement des IME. Et au changement de la personne, évidemment, on a dû réexpliquer, etc., etc. Et nous avons dû, à cette époque-là, donc évidemment, nos équipes étaient déjà accompagnées par des universitaires, mais il nous a fallu faire la démonstration que ce système d'accompagnement dans l'école ordinaire était aussi efficient, voire plus que le système précédent. Et nous avons dû mettre en place une étude universitaire, une étude sur laquelle on a utilisé plusieurs outils qui ont été nommés tout à l'heure, notamment celui de la qualité de vie. Et donc on s'est aperçu effectivement que très nettement, il y avait de grands bénéfices pour ces enfants à être avec leur père, avec leurs petits copains et leurs petites copines. Et dernier point de mon intervention, il y a eu un effet boule de neige, c'est-à-dire que nous avons initié le processus dans le département et nous avons été beaucoup visités, beaucoup sollicités. Et bien entendu,
il y a probablement des projets maintenant qui vont beaucoup plus loin que le nôtre et beaucoup mieux. Je vous remercie de votre attention. Alors, le public a la parole. Des questions pour Christian Tessier, et éventuellement sur les autres interventions. Je me permets de grouper les questions pour rattraper un petit peu le temps qu'on a perdu. On a perdu du temps. Un petit peu. 3 fois rien. Oui, alors moi je suis éducatrice dans un service d'accompagnement à la vie sociale. C'est bien fait pour vous, madame. C'est ça m'inquiète. Donc en fait, je ne sais pas trop pourquoi je suis là aujourd'hui, parce qu'ils ont tous leur appartement en fait. Et pourtant, j'ai vraiment l'impression qu'on est encore une institution. Donc c'est pour ça qu'on venait aussi aujourd'hui, pour la désinstitutionnalisation. Voilà, mais bon, c'est juste une remarque. Je voulais juste rebondir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez que le projet des enfants, en fait, ce n'est pas d'aller en ESAT, mais plutôt vers un apprentissage, entre autres. Nous, on a des personnes qui arrivent dans notre établissement, qui ont un diplôme. Par exemple, j'ai une personne qui a un CAP, un autre qui a fait un apprentissage. Enfin bon, ils ont pas mal de diplômes. Et en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure qu'ils ne sont pas capables de travailler en milieu ordinaire. Donc, du coup, ça m'interroge. Je pense qu'il y a un raté quelque part. Je ne sais pas où. Je pense qu'ils ne sont certainement pas assez accompagnés en milieu ordinaire. Même en entreprise adaptée, quelquefois, c'est aussi compliqué. Voilà, donc c'est un questionnement. Alors, je me suis sans doute fait mal comprendre. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas qu'ils aillent en ESAT et en foyer d'accueil occupationnel. J'ai simplement dit que ceux qui sont entrés dans le dispositif depuis 10 ans n'y sont pas allés. Mais c'est tout à fait... c'est événementiel. Il est probable que ceux qui rentrent aujourd'hui, compte tenu qu'on a arrêté cette ségrégation nous-mêmes de faire rentrer les bons niveaux à l'école, peut-être que dans 10 ans ou dans 5 ans, un certain nombre de ceux-là n'auront que deux solutions pour qu'il n'y ait pas de rupture de parcours, que d'aller à l'ESAT ou ailleurs. Je sais pas du tout une remarque désobligeante à l'encontre ou à propos de mes collègues de l'ESAT. J'en dirige 2, donc tout va bien, mais c'était pas ce que je voulais dire en tous les cas. Oui, ils iront pas. Pour l'instant, aujourd'hui, ceux qui sont rentrés dans le dispositif ne sont pas allés en ESAT ni en FAO. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Alors, nous avons une énorme réflexion actuellement sur l'évolution. Comme tout à l'heure pour Marc et comme tout à l'heure pour Michel, les parents sont nos alliés inconditionnels dans cette histoire. Et donc, par conséquent, nous avons des réflexions extrêmement importantes et des discussions importantes avec le conseil départemental et avec l'ARS pour faire évoluer le modèle ESAT et foyer de jour. C'est-à-dire que des gamins qui auront passé toute leur adolescence, leur enfance et leur adolescence dans un milieu non ségrégué ce ne seront pas des clients faciles pour l'ESAT et le foyer actuel. Et donc, par conséquent, nous nous efforçons et nous nous battons pour faire évoluer le modèle. Nos 2 ESAT sont en milieu ouvert, sont hors les murs, et ça ressemble de très près à une entreprise ordinaire. Nous aimerions voir évoluer le modèle de la rémunération, puisque aujourd'hui, un travailleur handicapé d'ESAT touche à peu près le SMIC, et qu'il pourrait toucher le SMIC tout en ayant un contrat de travail ordinaire. Mais ça, je ne parle que sur ma gouverne, et je ne l'ai pas dit, je ne suis pas là, vous ne m'avez jamais vu. Mais en tous les cas, ça pourrait évoluer, parce que là, ça serait effectivement une façon de désinstitutionnaliser, de faire comme tout le monde, d'avoir son salaire, son bulletin de paye. Voilà. Alors, nous avons beaucoup d'intérêt. Je suis un militant de l'apprentissage, pour tout un tas de raisons, que notamment on a 2 fois moins de contrats d'apprentissage qu'en Allemagne. Le modèle a déjà été cité par Gwenaël tout à l'heure. Mais en tous les cas, j'y crois beaucoup. L'apprentissage, c'est 2 choses. C'est je continue mes études en étant chez un employeur, et chez cet employeur, je creuse mon emploi. Mais je peux rester dans cet emploi
sans risque majeur pour l'employeur pendant 4 ans. Et ceci jusqu'à, je crois que c'est 45 ans, je ne suis même pas sûr, je crois même que c'est plus tard que ça. Donc, quel que soit mon âge, je peux, effectivement, grâce à cette formule de l'apprentissage, rester chez mon employeur 4 ans. J'ai 4 ans de possibilité de contrat d'apprentissage. Pendant ce temps-là, je me crée des habitudes, je vis des interactions avec des personnes en situation de non-handicap, et je me mets des points de côté pour toucher les allocations chômage, si je suis pas... Voilà. Alors après, ma responsabilité de directeur général dans cette histoire-là, c'est de poser les bases d'un service d'accompagnement et de suite efficient. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas prendre de risque de rupture de parcours et que la personne ne soit pas, en tous les cas, accompagnée s'il y avait un incident dans ce parcours. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Non, ce que je voulais dire, c'est que le fait qu'ils aient un diplôme, un CAP, qu'ils soient en apprentissage, enfin, je pense que ça ne va pas résoudre tous les problèmes, en fait. Je pense qu'il y a d'autres difficultés autres, entre autres une difficulté d'insertion aussi professionnelle. Enfin, je sais que moi, les personnes qui sont aussi diplômées, en fait, ils tiennent quelques mois, quelques semaines, et après ça ne se passe pas bien. Alors, je ne sais pas où est la rupture, mais je pense qu'il y a une rupture quelque part, en tout cas. Ou alors on a les mauvais exemples, je ne sais pas. Je suis content que vous les ayez, comme ça nous on ne les a pas. Moi dans ma famille, j'ai plein de personnes qui n'ont jamais bossé de leur vie. Mais ça ne les emmène pas dans un foyer occupationnel pour autant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça les empêche pas d'avoir besoin, d'avoir recours à une assistante sociale de temps en temps, d'avoir recours à une psychologue de temps en temps. Donc votre modèle culturellement valorisé, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'en effet, c'est pas un drame, enfin, ça dépend, toute proportion gardée, de ne pas avoir de job. Il peut y avoir dans la vie des tas d'accidents, des tas de choses, des tas d'incompatibilités qui se font. C'est pas pour ça que je suis dans un foyer occupationnel. Non, mais moi, j'ai pas de souci avec ça. Nous, c'est un service d'accompagnement, donc je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est juste que du coup, on n'a pas les billes pour effectivement avancer auprès de ces personnes-là, puisque du coup, ils sont entre l'entre-deux, entre les AT et entre le fait qu'ils aient un diplôme, un CAP. Et du coup, c'est difficile aussi pour eux et pour nous, parce qu'on ne sait pas forcément comment les accompagner. En tous les cas, le job de ma boîte, c'est de permettre au plus grand nombre d'être accompagnés jusqu'à l'emploi. Après, évidemment, c'est pas toujours... Mais il y a un système de partenariat qui s'est construit sur le département de la Réunion qui implique toutes les institutions, qui s'appelle le Précaper, qui sort 60 personnes par an, des ESAT et des IME. 60 personnes, c'est la capacité de mon établissement. C'est un établissement sur les 18 établissements de la Réunion. C'est considérable. Faites pas la grimace, madame, c'est Précaper. Ça ne veut rien dire du tout. Vous pouvez aller voir sur le site albusien-alefpien sur la chaîne YouTube. Vous verrez, vous aurez tout un tas de... Oui, madame. Donc on a fait le choix de tenter de développer ce qu'on appelle un service emploi accompagné, ce que permet la loi en fait depuis le mois de décembre, et ce qui est censé représenter pallier à un chaînon manquant entre l'inclusion scolaire ou éventuellement le milieu protégé et le milieu ordinaire, avec un accompagnement spécifique, un rapprochement entre les structures médico-sociales et insertion professionnelle pour justement éviter les ruptures de parcours. Et ce qu'on observe au jour d'aujourd'hui, c'est ce manque de flexibilité
de la MDPH qui, justement, limite les possibilités de passerelle. Là, si j'ai bien compris, par rapport au dispositif dont vous nous parlez au jour d'aujourd'hui, les jeunes sont encore sous l'effectif de l'IMP, c'est ça? Et ensuite, ils bénéficient d'une inclusion. C'est juste ou j'ai mal compris? Non, vous ne pouvez pas mal ou bien comprendre, parce que je ne l'ai pas dit, mais en fait, non, ils sortent. Ils sortent de l'IME. Et ils sortent de l'ESAT, c'est-à-dire que période, on les accompagne, on les garde dans les effectifs le temps de la période d'essai dans l'entreprise pour le contrat d'apprentissage, et après on les sort. D'accord. Mais dans nos partenaires, on a la MDPH, c'est-à-dire que nous avons conclu un accord et un partenariat avec la MDPH, et donc par conséquent, ça va tout à fait dans le sens de la gestion des parcours, et il y a beaucoup de souplesse. Quand je parlais des partenaires impliqués de terrain, il y a la MDPH, il y a l'ARS, il y a le Fonds d'insertion pour les personnes handicapées de la fonction publique, il y a la GFIP, et il y a le MEDEF et le Centre de gestion de la fonction publique. Donc on a monté un système, on a fait du système avec tous les partenaires impliqués. Alors notre crainte, c'est que viennent rentrer dans le dispositif la mission locale et Pôle emploi, et que là, c'est des rouleaux compresseurs qui risquent de nous faire perdre notre cible publique, mais bon, on va jouer le jeu. Et en effet, nous attendons avec impatience que sorte l'appel à projet sur l'emploi accompagné pour s'engouffrer dedans. Oui, je pense que ce sera vraiment un élément de réponse par rapport à la problématique que soulignait Madame. Tous les partenaires ont formidablement joué le jeu. On a une subvention d'ARS sur 3 ans. Enfin, voilà. Merci. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Voilà, l'instruction ministérielle du 23 juin 2016 renforce les dispositifs d'inclusion scolaire au travers de l'unité d'enseignement externalisée, donc au travers des classes externalisées. Donc c'est effectivement, là, vous avez donc déjà quelque peu anticipé ce dispositif ou ce renforcement des pratiques. Toujours est-il qu'effectivement c'est un support qui est très aidant. Par contre, cela ne permet pas d'inscrire les enfants à l'école. C'est-à-dire que donc je travaille dans un IME, donc notre IME mettra dès la rentrée de septembre une classe externalisée auprès d'une école de proximité. Les enfants sont bien sûr toujours inscrits, font partie de l'effectif IME, mais ils ne font, même s'ils sont physiquement présents, s'ils participent à des activités scolaires et périscolaires, ils ne font toujours pas partie des effectifs de l'école. Est-ce que là, on n'est pas sur un contresens, ou alors il faut l'accepter comme tel pour espérer mieux plus tard? Alors, quand je te disais tout à l'heure qu'on était des VRP de cette affaire-là, il faut accepter. Il faut accepter. Nous aussi, on est dans cette situation-là. Sauf que ça fait 2 fois qu'on rencontre le recteur et que Calves, tout à l'heure, m'a ouvert des portes. C'est-à-dire que là, ça suffit. Ça fait 10 ans que ça dure, ça suffit. Le droit, c'est ça. Et on va y aller là-dessus, parce que c'est pas possible. Parce que ma collègue directrice adjointe était dans une réunion vendredi, et elle me rapportait que, en effet, quelqu'un du conseil départemental réagissait en disant non, de qui s'agit-il? Est-ce que ce sont des élèves ou est-ce que ce sont des usagers du médico-social? Parce que l'enjeu, c'était l'entrée dans le bus du conseil général, qui est accessible aux scolaires. L'enjeu, c'était l'ordinateur pour les lycéens. Ça suffit. Ça suffit. Pourquoi taper toujours sur la tête de ceux qui n'en ont pas besoin? Voilà. Mais en effet, on est dans des centres. Alors l'obligation, c'est que de toute façon, c'est inscription dans l'école de proximité. Demande de dérogation par les parents pour l'accès à l'école, au groupe externalisé de l'IME dans cette école-là. C'est comme si ton fils ou ta fille voulait faire de l'allemand dans un établissement qui n'était pas de proximité. C'est ça l'idée. Donc là, par contre, sur ce point-là, effectivement, on a cette même difficulté. Par contre, tu proposes ce texte de 2016. Pour ceux qui est en IME, c'est fabuleux. C'est fait pour nous. C'est vraiment c'est une instruction de l'éducation nationale. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, par conséquent, tous les cas de figure sont prévus. Beaucoup d'écoles, pas beaucoup d'écoles, loin, pas loin. Alors, c'est un boulot de dingue. Et on n'aura pas fini pour la rentrée, parce que je suis là déjà. Mais en effet, ce texte-là, c'est une avancée formidable.
Je suis tout à fait désespéré de voir Mme Belkacem disparaître du ministère de l'Éducation nationale. C'est une opinion qui n'engage que moi, messieurs, dames. Merci. Alors, deux dernières questions peut-être avant la pause. On va faire la pause de façon anticipée. Deux questions. Bonjour, je suis orthophoniste et je suis des jeunes en inclusion scolaire au lycée, m'apprenti. Donc je suis de la page 44. Et j'aurais voulu savoir comment vous faites les ponts avec l'éducation nationale, le médico-social, l'éducation nationale, notamment pour le fait de rencontrer les professeurs, de participer au conseil de classe, peut-être réfléchir au niveau de l'orientation entre les difficultés de ces jeunes et leurs besoins de temps. Voilà. Comment vous faites, dans votre expérience, ces ponts-là entre cette culture médico-sociale, la culture éducation nationale ? Alors ça a été long. Donc en 2005, la première réunion pour l'école primaire, il y avait un des profs qui avait caché la clé pour qu'on ne rentre pas dans l'école. Donc déjà, ça situait le climat. Donc il y a un inspecteur de l'éducation nationale qui croyait très fort, qui en effet a ouvert les portes au sens propre et au sens figuré. Et donc depuis, on a sans arrêt progressé. Maintenant, tous mes profs participent au conseil de classe. Et il y a une double appréciation de portée par le prof de l'éducation spécialisée et par le prof qui reçoit 1 heure, 3 heures, 5 heures, 10 heures l'enfant porteur de handicap. Et donc, par conséquent, il y a une double appréciation qui est portée. Et nous avons réussi à mettre en place le carnet scolaire. Alors, par contre, le plateau technique, on a un plateau technique autour de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'éducateur spécialisé, l'enseignant spécialisé, l'animateur vie quotidienne, il y a aussi tous les paramédicaux qui sont intégrés là-dedans. Et ce n'est pas rare qu'on accepte un témoignage de quelqu'un de cette équipe-là, de cette équipe pluridisciplinaire-là. J'ai répondu ? D'accord. Oui, alors on a les deux cas de figure. Voilà, chez nous et pas chez nous. Oui, excusez-moi. Alors moi, j'aurais une question, mais qui pourrait tout aussi bien concerner le projet soutenu en Belgique qu'au Québec, concernant la désinstitutionnalisation. Vous parliez tout à l'heure de triptyque gagnant. Donc je suppose que vous impliquez bien les familles, les acteurs locaux et le projet associatif, l'association qu'il porte. Qu'en est-il dans une démarche de désinstitutionnalisation de la société, parce qu'on est dans un projet de société, et nécessairement, ça re-questionne aussi le regard que l'on a sur le handicap. Donc aussi bien au niveau des familles qui ont des enfants, je dirais dans la normalité, comment ils accueillent le fait d'accueillir, de voir des enfants handicapés en situation de handicap dans les écoles, mais aussi bien d'implanter des maisons au cœur même des villes où ça peut re-questionner, d'autant plus si on est sur des profils déficients intellectuels ou santé mentale, donc des profils qui sont à même de pouvoir avoir une autonomie, se balader, vous le disiez. Donc voilà, comment vous le travaillez, comment c'est vécu ? Alors votre question réclame une journée de colloque de plus. Et on a prévu de faire plein d'interventions sur cette question à partir de demain matin. Vous serez là demain matin ? Donc on va tenter d'avancer sur ce débat-là. Il y avait une dernière question rapide. C'était la question des leviers. Voilà, on fait aussi sur l'IME des classes externalisées. On a ouvert une UEMA pour les jeunes enfants autistes dès 3 ans, de 3 à 6 ans, où là la question après se pose plus parce qu'à 3 ans, le travail doit être fait pour qu'ils réintègrent leur école de rattachement géographique. Voir. Ils n'ont que 4 ans pour l'instant, donc on verra bien. Mais c'est les leviers. Et moi, je me questionne toujours sur les leviers qui vont me permettre de pérenniser de tels systèmes et de favoriser ça. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais ce que je vois sur l'UEMA et là, actuellement sur l'IME, on a invité aux ESS de tous les enfants qui viendront à temps partiel ou à temps complet sur l'IME, et que l'ESS soit l'endroit vraiment où on réfléchit sur l'orientation des enfants et qu'ils puissent avoir un parcours de vie comme les autres. Et c'est le levier, c'est nous, c'est-à-dire on se porte en toute humilité avec des compétences, avec des connaissances, et dire qu'on peut aider l'éducation nationale qu'on connaît très bien pour que ça puisse être pérenne dans l'UEMA. Les petits,
il y a 3 classes différentes, donc petit, moyen, grand. Les maîtresses ont une classe seule, donc de petit, de moyen, de grand. L'année prochaine, elles passent toutes les 3 à 3 niveaux, petit, moyen, grand, donc beaucoup plus de boulot chacune pour permettre une meilleure inclusion des gamins. Et le levier qui me semble être celui qui a été mis en avant, c'est le fait qu'on leur apporte quelque chose, clairement. De notre expertise, de notre joie de vivre, j'en sais rien, de plein de choses qui fait que, depuis qu'il y a une part de l'IME qui est dans cette école, qui est dans l'ESS, ça met une autre dynamique, d'autres compétences, parce que les classes sont compliquées actuellement dans un appartement où effectivement ils ont 30, 32 enfants dans des classes avec plusieurs enfants en situation de handicap. Et le fait d'avoir une psycho, un éduc, une orthophoniste de l'IME qui vient, qui discute avec eux, effectivement, ça sert pour l'enfant qui est inclus, mais ça sert surtout aussi à sa vie de groupe, à sa vie d'école. Est-ce que vous partagez cette opinion ? Complètement, oui. Complètement. Merci pour ce témoignage. C'est exactement ce que l'on vit en fait.